votre fidélité. Merci de nous rejoindre. Et elle est avec nous en studio, la journaliste israélienne Rina Bassis. Bonjour Rina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Important de vous entendre. Effectivement, il reste toujours 90 otages dans la bande de Gaza. Alors maintenant, on en sait plus sur qui sont les vivants, qui sont les morts. Apparemment, Israël a la liste, en tout cas, de ces otages. De qui est vivant, qui est mort. Oui, il faut dire que le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu était extrêmement prudent. Donc, dans son annonce sur cette liste, ça dit seulement qu'il y avait une liste avec des chiffres, avec des nombres, disant justement qu'il, pour cette première phase des 33 otages, il reste encore 18 qui sont en vie et 8 qui sont malheureusement déjà décédés. Mais l'annonce du Premier ministre ne dit pas si vraiment cette liste, il y a aussi les noms qui correspondent. Donc, on ne sait pas exactement, mais on peut dire que les listes qu'Israël avait, les estimations qu'on avait sur les personnes qui sont plus en vie, ça correspond à ces chiffres qui sont reçus par les Hamas. Donc, je crois qu'au bureau de M. Netanyahu, on sait plus ou moins. Les familles n'ont pas été informées pour l'instant, j'imagine. Si, les familles étaient informées quand même. Il y avait beaucoup de contacts ces derniers jours. Il y avait la famille Bibas qui s'est exprimée, qui a dit hier que pour l'instant, comme rien n'est confirmé, tant qu'ils n'ont pas vu des personnes ou des morts, ils restent dans l'optimisme et ils espèrent encore qu'il y aura de bonnes nouvelles. Alors on attend par ailleurs jeudi la libération de la civile Arbel Yehoud. Israël comptait vraiment sur sa libération déjà la semaine passée. Le Hamas n'a pas respecté son engagement en raison de divergences avec le djihad islamique, c'est ça? Oui, parce que l'accord précise de façon extrêmement claire que d'abord on libère les civils, les femmes civiles, et après on libère les femmes soldates. C'était pas ce qui s'est passé parce qu'on a vu cette deuxième libération, on a vu 4 jeunes femmes soldates qui étaient libérées. Et justement, Arbel Yehoud, on sait qu'elle est en vie. C'est une civile, c'est une femme, elle n'était pas libérée. Et là, Israël a estimé qu'il s'agit d'une violation extrêmement grave de l'accord. Et en plus, l'explication de Hamas était qu'il y a des problèmes techniques parce qu'ils n'ont pas Arbel Yehoud, elle est dans la main de notre petite organisation salafiste qui est liée justement au djihad islamique. C'est trop compliqué, ils ne peuvent pas le faire. Et là, soudainement, quand il y a ce relâchement de 4 jeunes femmes soldates, là, soudainement, on voit sur cette place de Palestine à Gazaville plusieurs militants de djihad islamique, pardonnez-moi. Donc, en Israël, on s'interrogeait, on se dit, mais ces explications, s'ils sont là sur place, ça veut dire que tout est coordonné entre les deux organisations. On ne peut pas accepter cette explication de Hamas. Et en plus, Hamas n'a pas fourni la liste qu'il fallait fournir justement avec les noms des vivants samedi. Donc, tout ça a amené le gouvernement de Netanyahu de dire on n'est pas d'accord, il faut renégocier. Sa libération, en tout cas, a conduit, en tout cas la promesse de sa libération a conduit au retour des Palestiniens chez eux. Les Palestiniens, les Gazaouis ont pu commencer à retourner au nord du territoire. On a entendu par ailleurs hier Raphaël Jérusalemi, analyste de défense, nous dire qu'il n'y avait aucun contrôle. Alors sur le papier, c'est écrit qu'il y a un contrôle, mais en fait dans les faits, apparemment, il n'y a aucun contrôle sur les Palestiniens qui reviennent dans le territoire du nord de Gaza. Ça vous inquiète, ça? C'est inquiétant pour Israël? Disons, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a une compagnie américaine qui est sur place pour contrôler, mais c'est plutôt le contrôle des véhicules, pas tellement le contrôle des personnes, parce qu'on parle, le Hamas a parlé de 300 000, les chiffres peut-être plutôt autour de 200, 220 000 personnes, mais c'est énorme comme chiffre en espace de 2 jours, de 3 jours. Donc, évidemment, si on parle d'une telle masse de gens, ils n'étaient pas tous contrôlés, c'est impossible de les faire. Maintenant, on peut espérer que la plupart, c'est vraiment des gens qui cherchent à retourner chez eux, qui cherchent à se reconstruire. On ne sait pas comment ils vont retrouver leurs habitations aussi. Ça, c'est une autre question. Bon, on ne sait pas. On sait d'une partie, on a aussi des photos aériennes. On sait qu'une grosse partie est dévastée. Il faudra beaucoup reconstruire, mais le fait est que ces gens-là, ils veulent retourner chez eux, même si leur maison n'existe plus. Eva.
Alors justement, ce matin, Donald Trump réitère son souhait que l'Égypte et la Jordanie accueillent des Gazaouis. J'aimerais qu'ils vivent dans une région où ils peuvent vivre sans perturbation, sans révolution et sans violence. Est-ce qu'il y a des Gazaouis qui souhaiteraient quitter la bande de Gaza à présent, non seulement à cause du Hamas, mais aussi à cause des destructions? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? C'est possible, mais d'abord, je ne pense pas qu'ils oseront le dire dans la situation actuelle. Mais la question, bon, d'abord, il faut demander les gens qu'est-ce qu'ils veulent. Et je crois que quand même, la grande partie, les gens veulent retourner chez eux, reconstruire leur vie, pas partir ailleurs, parce que déjà, ça fait 1 an que beaucoup de ces gens-là, surtout ceux qui habitaient dans le nord, qui étaient déplacés vers le sud, voilà, ils se sont un petit peu réfugiés chez eux. Donc, je pense qu'ils veulent retourner dans le nord, pas aller ailleurs. Après, il est extrêmement clair que ni l'Égypte, ni la Jordanie, ni aucun autre pays arabe va entrer dans une telle démarche pour multiples raisons. D'abord, aucun pays arabe va casser les narratifs palestiniens, les souhaits palestiniens d'un État. Ça, c'est une chose. Après, l'Égypte et la Jordanie, tous ces 2 pays, d'abord, il y a ce risque sécuritaire à déstabiliser le régime. Et il y a la question économique. Il ne faut pas oublier que la Jordanie accueille déjà plus d'1 million de réfugiés de la guerre civile en Syrie. Donc, politiquement, côté sécuritaire, économiquement, aucun de ces 2 pays va accepter les Palestiniens. Donc, pour moi, cette idée-là de Trump n'est pas vraiment sur la table. Par ailleurs, on sait que 2 Israéliens soupçonnés d'avoir espionné au profit de l'Iran ont été arrêtés et même accusés d'avoir transmis des informations classifiées à la République islamique. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Est-ce que ça peut mettre en danger la sécurité d'Israël? Oui, là, je crois qu'il s'agit vraiment d'une affaire grave parce qu'apparemment, on ne sait pas exactement les détails, mais ils avaient des informations est vraiment sensible, ce qui était peut-être moins le cas avec les autres affaires où c'était des gens qui espionnaient de l'extérieur. Là, c'était des gens qui carrément espionnaient de l'intérieur, si on peut dire ça. Bien sûr, c'est très grave et je crois qu'on n'a pas vu la fin de ces histoires. Merci beaucoup, Rina Bassiste. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Ça passe très vite, ça passe toujours très vite, mais on vous retrouve avec grand plaisir très bientôt sur cette antenne. Vous le savez, vous êtes toujours la bienvenue sur Radio J. Merci, merci beaucoup. Rina. Je vous dis à très bientôt. Tout de suite, c'est l'essentiel de l'information et puis Chirim, la chanson israélienne du jour. À tout à l'heure.